Bonjour tout le monde. Les décisions rendues ce vendredi 26 janvier par la Cour internationale de justice contre Israël ravissent ou dissuavent et nécessitent un décryptage. Trois questions à l'avocat Maître Hakim Sharki, avocat au barreau de Paris et aussi avocat agréé auprès de la Cour pénale internationale. Merci infiniment, Maître Hakim Sharki, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. L'honneur est avant tout le mien. Merci beaucoup. Que pensez-vous, Maître Sharki, du verdict de la Cour internationale de justice que l'Afrique du Sud qualifie d'historique, mais qui déçoit partiellement nombre de Palestiniens? Alors, il y a beaucoup à dire sur cette décision qui est effectivement une décision historique. Effectivement, vous l'avez dit, elle a été saluée comme une décision et une victoire historique par les auteurs de la requête initiale, donc la République d'Afrique du Sud. Et en ce sens, je suis d'accord avec eux. Et elle a été aussi très critiquée, notamment aussi par le gouvernement de l'État d'Israël. Je relève, mais à titre d'anecdote, qu'elle a été rendue la veille du 27 janvier, qui est, et on ne le sait pas suffisamment, mais c'est la journée internationale de mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité aujourd'hui, et que cette décision, elle s'inscrit un peu dans cette logique-là. Alors, est-ce que c'est, pour être très clair, une victoire et une victoire en demi-teinte? C'est un peu ça la question qui se pose. Alors, pour y répondre, moi, je me référerais, je paraphraserais un ouvrage d'Alain Duhamel qui parle de la marque et de la trace. Je crois qu'il faut distinguer la marque que cette décision porte en elle et l'empreinte qu'elle va laisser. Si vous me permettez, je décline mon propos sur ces deux points. La marque, alors effectivement, quelle est la valeur de cette décision? Moi, je considère que c'est quand même une immense avancée. Pourquoi? D'abord parce que la Cour s'est reconnue comme étant compétente, alors qu'il faut bien comprendre que là, nous sommes sur une procédure qui est particulière, qui est une procédure d'apparence. Y a-t-il ou non en apparence un génocide qui permette à la Cour de statuer pour édicter des mesures conservatoires, des mesures urgentes? C'est ce qui fait que la procédure a été très courte. Ça, c'est le premier point. Je regarde aussi l'effet que cette décision a eu sur l'État d'Israël, dont on sait très bien jusqu'à présent que l'État d'Israël et le droit international, c'est un divorce permanent. Premièrement, ils ont participé à la procédure, ce qui n'est pas quelque chose qui doit être occulté. Et deuxièmement, quand on regarde les déclarations immédiates du Premier ministre israélien, dont je n'ai pas envie de citer le nom, vous l'aurez compris, euh, c'est quelqu'un qui a considéré que la Cour hier l'avait condamné pour génocide. C'est dire que la Cour, avec les précautions d'usage, a quand même pris une décision qui va dans un sens qui n'est pas contestable. C'est le sens de la reconnaissance de l'accomplissement contemporain d'un génocide. Alors ça, c'est le premier point. Euh, je regarde également les, les, euh, les modalités d'édiction de la décision. Je vois que presque toutes les décisions qui sont prises, qui vont dans le sens de l'Afrique du Sud, ont été prises quasiment à l'unanimité. Vous avez des décisions qui sont prises pour la plupart à 15 magistrats contre 2, donc 15 voix contre 2, et les deux principaux opposants, c'est le juge qui a été nommé par l'État d'Israël, un juge ad hoc spécifique. Chaque partie a le droit dans cette procédure d'avoir un juge qui vienne de son pays, qui prête serment pour cette affaire. Et vous aviez un juge sud-africain et vous aviez un juge israélien, le juge Barak, qui était l'ancien président de la Cour suprême israélienne. Euh, et je constate que les décisions principales ont été prises à la majorité, sauf deux voix, le juge Barak et le juge Sebutunde, qui est la juge de l'Ouganda. Euh, et que même le juge Barak, sur deux mesures, notamment celle qui parle de l'apologie du génocide, s'est rangé à l'avis majoritaire. C'est-à-dire que même le juge désigné par le Premier ministre israélien a considéré que le gouvernement israélien devait, en vertu de ses obligations internationales, édicter et prendre toutes les mesures pour, premièrement, prévenir un génocide,
et deuxièmement, pour interdire ou sanctionner les gens qui incitent au génocide. Donc ça vient aussi donner un peu du crédit, un peu à la thèse du génocide. Après, euh, le message principal porté par cette décision, c'est que, évidemment, il y a un risque plausible de génocide au sens juridique du terme, mais ça, c'est un peu comment dire, euh, contredire cette réalité, c'est un peu essayer de camoufler le soleil avec un tamis, comme l'on dit. Après, s'agissant des mesures conservatoires qui ont été prises, je note que la Cour, d'abord, elle a pris à peu près les mêmes dans une affaire précédente en 2020, s'agissant des Rohingyas et de la requête qui avait été portée contre le Myanmar par la Gambie. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté du point de vue juridique. Et je note également que les mesures conservatoires ont été spécifiquement rappelées comme étant contraignantes. Donc, du point de vue de la Cour, c'est un message qui est fort. Alors, pourquoi la Cour n'a-t-elle pas demandé à titre conservatoire que l'État d'Israël cesse ses opérations C'est ça militaires? la question. Pourquoi, oui, la Cour, malgré ses avertissements, ses remarques, concentration sur la protection des vies des civils, etc., mais la Cour n'a pas approuvé la dixième point concernant la cessation de feu. Alors, moi, mon explication est la suivante, c'est que le droit international, comme vous le savez, pâtit, mais c'est un peu son essence, de ce que les États, qui sont les parties au procès, ne se soumettent que grâce à leur libre consentement aux des décisions de justice, ce qui est un peu leur force et leur faiblesse. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les juges savaient très bien que l'État d'Israël, avec l'attitude qui est la sienne depuis des décennies en matière de respect du droit international, n'aurait jamais respecté une seule seconde une demande ou une injonction de cesser le feu. Donc, comme les juges ont aussi pour mission de participer à la création du droit international et à l'édification du droit international, ils ne se sont pas lancés dans une mesure dont ils savaient par avance qu'elle ne serait pas respectée. C'était quelque part se couper de la réalité. Ils ont fait en revanche tout ce qu'il leur était raisonnablement possible de faire pour que l'État d'Israël soit confronté à ses obligations. Ça veut dire que dans le cadre d'une procédure conservatoire, ils ont fait, à mon avis, ce qui était le maximum, mais ils ont aussi, et je vais vous en donner un exemple, ils ont aussi prédisposé le futur débat pour la procédure qui va être celle qui va durer des années et qui va amener au débat sur le génocide. Et la mesure principale, c'est évidemment les mesures conservatoires, mais c'est aussi l'obligation pour l'État d'Israël de rendre un rapport détaillé de toutes les mesures effectives qu'il a été chargé de prendre dans le délai d'un mois. Je rappelle, peut-être les gens ne le savent pas, mais qu'en 2020, pour la Birmanie, c'était 4 mois le délai pour rendre le rapport. Là, on a un délai de un mois, ce qui est extrêmement court. Et ce rapport, a l'obligation ultérieurement d'être transféré et transmis au titre du conservatoire à l'État d'Afrique du Sud. Ce qui veut signifier que ce rapport ne sera pas secret, il ne sera pas confidentiel, il sera public et donc il sera soumis au jugement de tout à chacun et il sera versé à la procédure qui concerne le fond. C'est dire qu'il est doublement engageant pour l'État d'Israël. Donc, c'est un peu la raison qui permet de dire que la Cour internationale ne pouvait pas raisonnablement et de manière tout à fait expresse demander un cessez-le-feu. En revanche, quand on lit la décision, on se rend compte que c'est exactement le sens de ce que les juges ont voulu transmettre à l'État d'Israël. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'État d'Israël l'a compris, puisque c'est la virulence de la réaction du Premier ministre israélien hier a fait que c'est exactement comme ça que cette décision a été reçue. La Cour internationale, Maître Chergui, comme vous le savez, n'a pas de moyens coercitifs, aucun pouvoir de contraindre Israël à appliquer et respecter ces décisions. D'après vous, est-ce que Israël va être
obligé politiquement vis-à-vis de l'opinion publique internationale, puisque sa situation maintenant est critique avec ces images de massacres en masse, ces actes de barbarie, etc. Israël va être devant l'obligation de respecter surtout concernant l'aide humanitaire, etc. Alors, votre question est une question fondamentale en droit international. La justice internationale aujourd'hui souffre et pâtit de l'absence de réponse à cette question. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question porte en elle un certain degré d'immobilisme. Si vous considérez la justice comme une administration, effectivement, les États ne feront rien et il n'y aura pas de justice internationale, sauf pour les faibles. Quand il s'agit de frapper des dictateurs de petits États, c'est facile. Mais on comprend bien que derrière les apparences de la loi internationale, c'est une autre forme de loi de la jungle. Maintenant, si vous considérez d'un point de vue mobile la justice, vous comprendrez que la justice est un combat. C'est un combat permanent. D'ailleurs, les Arabes ont ce joli proverbe qui dit que tant qu'il y a une personne pour se battre pour un droit, le droit existe. De fait, il faut continuer à se battre. Cette décision-là, et c'était un peu dans le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais à la fois de la trace de la décision et de l'empreinte de la décision. L'empreinte, c'est que cette décision, elle a brisé un tabou, elle a brisé un impensé. C'est Israël qui jusqu'alors adoptait l'attitude d'un État voyou en matière internationale, n'est plus intouchable. Que dans les juridictions, dans les prétoires, et par déclinaison dans les prétoires internationaux d'abord, mais après dans les juridictions nationales, bah, l'État d'Israël peut être comptable de ses actes. C'est le début d'une mise en mouvement. C'est aussi l'effet de la reconnaissance du risque génocidaire. Les débats des contradicteurs dans ce dossier disent qu'il n'y a pas d'intention génocidaire, très bien, mais il y a un risque génocidaire, et on le voit au quotidien, il est documenté. C'est d'ailleurs la première fois qu'un génocide est documenté en temps direct par les victimes. Et puis, cette décision, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle marque, c'est un peu, je sais pas, je vais utiliser une image, mais on sait depuis peu que l'endroit le plus silencieux au monde, le plus calme, le silence le plus absolu se trouve au cœur du cyclone. Cette décision, c'est un peu le cœur du cyclone. Elle vient marquer une sorte de moment d'intelligence, de raison, de civilisation humaine au cœur de la barbarie. Elle vient dire à un moment où les bombes pleuvent encore sur les populations civiles et sur les innocents, que les propagandes de l'État d'Israël et des apologues de l'État d'Israël, ce n'est pas ce qui, ça ne résiste pas à l'analyse des faits, ça ne résiste pas à l'engagement du droit. Et je crois que ce moment, et ça c'est extrêmement important en termes d'image, en termes de discours, en termes de cadre. Enfin, euh, pour terminer de répondre à votre question, la décision vient officiellement et par la voie la plus institutionnelle possible, puisque c'est la plus haute juridiction de l'ONU, vient nous dire qu'il y a un cadre génocidaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir de cette décision-là, qui se base sur une analyse précise de faits, issue d'un débat qui concerne deux États, qui ne sont pas en guerre l'un contre l'autre, hein. Ce sont deux États qui se disputent sur des points de droit par rapport à l'application d'une convention internationale. On peut utiliser les décisions qui ont été rendues hier pour décliner beaucoup d'actions judiciaires au niveau national et pour justement venir contredire et venir s'opposer à finalement tous ceux qui ont participé de près ou loin au génocide qui est en cours. Ça veut dire les décideurs du génocide, ça veut dire les participants au génocide, notamment les binationaux, ça veut dire aussi les apologues,
toute l'armée propagandiste de l'État d'Israël dans le monde, sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Ça veut dire aussi tous les complices et tous les soutiens financiers. Et dans ce cadre, maître, parce que vous évoquez quelque chose de très important, ce verdict de la Cour internationale de justice accable aussi les pays, les États-Unis, les pays européens en tête qui ont inconditionnellement soutenu Israël dans ces massacres à Gaza, avec ce bilan de 26 000 tués, surtout 10 000 enfants assassinés d'une façon non vue même dans l'histoire. Ces États sont-ils aujourd'hui, Maître Chargui, juridiquement obligés de se désolidariser d'Israël? Alors, je ne poserai pas la question comme ça, parce que poser la question comme ça, c'est fournir déjà les éléments de l'impuissance comme réponse. Non, non, moi je dis qu'il faut se battre et que chaque membre de la société civile, avocats, associations, ONG, quel que soit le rôle et le statut des uns et des autres, on puisse se lancer dans des procédures pour forcer les acteurs de ce génocide qu'ils soient directement impliqués ou qu'ils soient indirectement impliqués, hein, au titre d'un soutien, ne serait-ce qu'un soutien politique, puissent répondre sur tous les terrains de ce soutien qui est un soutien criminel, et il faut l'appeler comme ça. Maître Charki, vous êtes parmi les rares avocats et juristes au niveau européen et au niveau international spécialistes dans matière pénale auprès de la Cour pénale internationale. Devant la réaction rapide, limitée, rapide, rapide dans le temps de la Cour internationale de justice, des questions qui se posent concernant les actions qui ont été menées devant la Cour pénale internationale. On accuse, on accuse le procureur de la Cour pénale internationale de double langage, on accuse la Cour pénale internationale de l'instrumentalisation. On évoque par exemple l'accusation de Poutine, les États-Unis, la diplomatie des coulisses, les États-Unis qui n'est pas un État signataire de la Convention de la Cour concernant la constitution de la Cour pénale internationale, avec une lourde histoire euh, des massacres et des crimes de guerre. On commence avec le Vietnam, l'Irak, Afghanistan, etc. Il a tout fait pour inculper, pour accuser Poutine et étiqueter Poutine comme un criminel de guerre. Après 3 mois, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, n'a pas réagi jusqu'à maintenant devant ces massacres, devant ces images terrifiantes, etc. Comment vous voyez la possession de la Cour pénale internationale? D'abord, je relève qu'effectivement, à l'occasion de la guerre à Gaza, depuis le 7 octobre, on a assisté à un certain nombre de déclarations politiques de dirigeants et de représentants d'États qui n'étaient pas partis à la Convention, ou plutôt au statut de Rome, qui fonde la compétence de la Cour pénale internationale, et qui, d'un certain point de vue, peuvent s'apparenter à de l'opportunisme politique ou même à de l'hypocrisie, si on parle sur un plan strictement moral. Bon. Je regarde aussi ces événements, ces déclarations et ces agissements comme étant aussi des moments de construction de la crédibilité de la Cour pénale internationale. Quand vous êtes cité comme ultime recours lors d'un génocide, ça signifie que quand même vous existez, quand même vous êtes une référence. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il faut pas non plus être idéaliste ou naïf. La politique n'est qu'un rapport de force au niveau international, et que pour amener à une justice internationale qui soit effective, c'est-à-dire qu'elle puisse être en mesure de sanctionner et donc de prévenir les futurs crimes internationaux, ben, on n'y est pas encore. Mais il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il, euh, et puis, il faut juger les gens sur les actes. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des prises de position qui n'existaient pas auparavant, et que ces prises de décision, en toute objectivité, elles viennent nous dire une chose. Elles viennent nous dire aujourd'hui que pour les premiers acteurs du droit international,
la réalité est aussi violente que le génocide, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que soit ils se mettent à la hauteur des événements qui sont en cours, soit ils disparaîtront dans les limbes de l'histoire. Merci. Maître Hakim Cherki, j'aimerais bien ma dernière question concernant l'absence de soutien moral et juridique euh, de l'action menée par l'Afrique du Sud, l'absence de soutien arabe et arabe officiel. Comment vous trouvez ça comme un homme, un juriste qui travaille en Europe, qui a des relations énormes dans le monde arabe, en Afrique, etc. Comment vous trouvez cette position, je m'excuse, qualifiée de lâche des régimes des pays musulmans et des pays arabes qui ont laissé les Palestiniens devant, devant ces massacres. Ils ont livré les Palestiniens euh, à leur bourreau. Comment vous voyez ça? Ah, moi, je n'aurais pas un jugement aussi sévère que le vôtre ou aussi subjectif que le vôtre. Hem, la lâcheté, je ne sais pas si on peut parler de lâcheté. Ce que je constate, c'est que, hem, d'un point de vue simplement, formel, les États, notamment ceux qui ont fait le choix de ne pas reconnaître, hem, de pas reconnaître l'existence, de l'État d'Israël ou l'entité sioniste comme, ils l'appellent selon leur terminologie, sont, confrontés aux limites de la politique de la cécité, de ce point de vue-là. On décide de ne pas voir, mais le fait de ne pas voir ou le fait de détourner le regard ne permet pas, aux victimes palestiniennes, puisque je crois que c'est comme ça qu'il faut les appeler, d'avancer vers, la prospérité, l'indépendance, la souveraineté et finalement le plus grand bonheur. Ça, c'est une réalité. Il faut constater, l'inefficacité de cette politique-là. Ce que je crois également, c'est que, nous avons, nous, dans les pays, du Maghreb, un retard qui est un retard civilisationnel par rapport à notre rapport au droit. Ce qui est un retard historique pour nous. Nous n'avons pas le réflexe du droit. Nous avons le réflexe de la violence, nous avons le réflexe de la politique, nous avons le réflexe de l'arrangement, mais nous n'avons pas, le réflexe du droit. C'est ça, nous ne sommes pas encore arrivés au stade de l'homo juridicus et ça pose problème puisque nous nous référons et nous nous retournons vers le droit international uniquement quand nous sommes des victimes, non pas quand nous sommes en situation d'autorité ou de pouvoir. Quand nous sommes victimes d'un génocide, nous sommes les premiers à crier au droit, comme, comme souvent, je vous donne un exemple, on est les premiers à se plaindre quand, nous sommes au quotidien victimes d'une discrimination, mais nous sommes aussi, nous, les premiers à se taire lorsque nous sommes bénéficiaires d'un passe-droit. Or les 2 sont relèvent de la même chose. Ça se passe au niveau de l'individu, hein, et puis après au niveau de la société et puis après au niveau des exécutifs, mais c'est un vrai phénomène socio-anthropologique, hein. Nous n'avons pas encore le réflexe de la loi, le réflexe du droit et pas suffisamment en tout cas et il faut y travailler et il faut y travailler en prenant des décisions, en s'engageant et en assumant les paroles qu'on donne et pour l'instant nous n'y arrivons pas. De ce fait, voilà, c'est ce qui explique également, je le dis, hein, de par ma pratique, je constate que beaucoup de mes confrères avec qui je travaille sur des dossiers, notamment dans les pays du Maghreb, ont des gros retards scientifiques sur, les normes, de droit international. Maître Hakim Cherki, la guerre de Gaza a dévoilé aussi que la France traverse une crise de valeurs, crise morale. Le déclin de l'état de droit, hein. Lorsqu'on voit les plateaux de haine, les plateaux, lorsqu'on se souvient de ces plateaux où on a permis et où on a justifié les massacres contre les Palestiniens, contre les civils, où on a fait la discrimination entre victimes juives et victimes arabes, où on a appelé à la destruction de Gaza, où on a qualifié la population palestinienne comme une population, comme un cancer
où on a la présidente du Parlement français a exprimé le soutien inconditionnel à l'armée israélienne pour commettre ces massacres, ces massacres, où par exemple une de vos collègues, une avocate sur la frontière avec Gaza, a appelé à la destruction de la population de Gaza sans que le barreau français prend des réactions juridiques et morales, etc. Et Ah, en ça, ok, même temps, d'accord. euh, et Pas en pour- même temps, je sais pas. on harcèle les gens qui critiquent Israël, on verbalise les gens qui contestent cette guerre, on qualifie les Arabes comme des terroristes, etc. Aujourd'hui, est-ce que la France, qui a été toujours un donneur de leçons au niveau des droits de l'homme, etc., elle est capable je m'excuse, de jouer un rôle diplomatique pour la résolution de ce conflit. Par exemple, la France a perdu la notoriété diplomatique en Afrique, mais elle a perdu la notoriété aussi diplomatique dans le Balkan avec ce conflit Ukraine, etc. Et elle confirme aussi la perte de neutralité avec cette guerre de Gaza. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer en France maintenant? Non, ce qui est évidemment le conflit de Gaza, en ce qu'il porte de clivage, vient s'inscrire dans des clivages qui sont déjà existants et qui sont déjà à l'œuvre depuis quelques années en France. Et ces clivages vont vers une droitisation des idées et une lepénisation des idées dans le débat public français. Ça, on le sait depuis très longtemps. Le mouvement, c'est une lame de fond, on la connaît. Elle a évidemment commencé à taper sur les terroristes français. Puis après, elle s'est orientée vers les citoyens de confession musulmane qui étaient visiblement musulmans. En cela, je fais référence aux musulmanes qui portent un voile. Puis après, aux musulmans qui portent une barbe. Puis après, aux musulmanes qui portent une robe un peu trop longue. Et après, finalement, c'est venu s'étendre sur toute la population maghrébine et étrangère. Ou étrangère. Avec Bien que cette volonté officielle et sponsorisée de la chalgoumisation de l'islam de France. Oui, ça, c'est, je n'utiliserai pas ce terme parce que ça ferait trop honneur à l'individu lui-même, qui, à mon avis, est une facétie de l'histoire, et je pense qu'il faut le traiter avec le second degré, puisqu'il n'est pas crédible. En revanche, son statut dans les médias, son statut dans l'espace médiatique est extrêmement intéressant, puisqu'on l'a pris finalement un peu dans le continuum colonial, on l'a pris pour le caïd, c'est-à-dire c'est le gentil musulman qui rassure, celui qui fait plaisir, même si on ne comprend pas trop ce qu'il dit, c'est pas grave. Et puis de toutes les manières, l'islam étant étranger par nature, puisqu'on ne se résout pas à ce qu'il y ait un islam de France, ça correspond finalement ça rassure notre théorie des tiroirs. Voilà, il est dans le bon tiroir, et de fait, c'est très bien. Maintenant, de ce point de vue-là, effectivement, la France connaît une régression des libertés individuelles qui est extrêmement préoccupante. La France a fait passer durant un été des décrets qui autorisent de lister les individus en fonction de leurs opinions, il faut le savoir. La France, effectivement, de ce point de vue-là, mais la réalité diplomatique et puis les contestations qu'on entend à droite et à gauche, et notamment en Afrique, montrent qu'elle n'est plus à jour de ce que doit être son rayonnement au niveau international, de ce que doit être ses positionnements. Et je le dis avec beaucoup de regret, quand j'entends certains dirigeants parler, notamment le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui à l'Assemblée nationale répond en disant que parler de génocide à propos d'Israël était une question morale, je me dis que cet homme-là n'est pas payé pour faire de la morale, il est là pour faire de la politique. Et que je trouve ça très malsain que pour une fois que les pays du Sud décident de placer le débat sur le terrain du droit, on leur ferme cette porte en leur parlant de morale. C'est aussi un révélateur de faiblesse. Et je crois que et finalement, derrière tous les soubresauts dont on vient de parler, les racistes, et cetera, il y a cette faiblesse qui est en train d'exhumer et qui est partout, qui innerve tous les pans de la société française. Et on les retrouve aussi dans certaines décisions de justice où, je vous donne un exemple très précis,
Il y a à peu près 2 ans, sauf erreur de ma part, le Conseil d'État a rejeté des demandes d'ONG qui, voulaient absolument demander aux juges administratifs d'interdire à l'État français de vendre des armes à des États et en l'occurrence, c'était à l'Arabie Saoudite par rapport, aux faits qui sont des crimes de guerre qui se commettent au Yémen. Le juge administratif a considéré que ce n'était pas possible et qu'il n'était pas compétent, puisque c'était ce qu'il appelle un acte de gouvernement, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de la justice française. Donc la justice française, en l'état actuel du droit administratif, peut tout à fait, enfin, a autorisé l'État français à vendre des armes à n'importe quel État et quel qu'en soit l'usage qui en sera fait par le dit État. Je le dis notamment dans le cadre de la guerre de Gaza, puisque l'État français vend des armes ou autorise la vente d'armes avec un succès florissant, ce qui pourrait d'ailleurs constituer juridiquement un recel de génocide, vend des armes à l'État d'Israël. Et alors évidemment, il y a une subtilité, on nous dira toujours que nous vendons des armes à l'État d'Israël, uniquement des armes défensives pour que l'État d'Israël se défend. Mais nous ne sommes pas dupes, personne ne l'est, et encore moins ceux qui essayent d'assister les victimes palestiniennes au plus près des victimes. Oui, et aujourd'hui, l'État français aussi accusé de la complicité à cause de ces mercenaires binationaux ou même les Français mercenaires qui sont sur le terrain en train de tuer, de massacrer les enfants, les femmes, etc. Est-ce que, en tant que juriste actif et bien respecté au milieu juridique, au milieu des droits de l'homme, est-ce qu'il y aura des actions? Par exemple, Gilles Divers, votre collègue Maître Gilles Divers, nous a dit qu'il y aura des actions juridiques contre des individus interceptés en train de massacrer, etc. Dans, est-ce qu'il y aura des actions contre ces mercenaires? Est un rapport de force et il y a des combats, des luttes à mener. Et, on est là, on existe. Ce n'est pas forcément les idées qui manquent ou les cas qui manquent. La grande difficulté, ce sont les moyens. Nous n'avons pas forcément les moyens, je suis très pragmatique en vous le disant, de mener toutes les actions que la cause mériterait. C'est une réalité. On parle beaucoup et on agit peu. C'est un peu le syndrome du crocodile, hein, c'est-à-dire avoir une grande gueule et des petits bras. Et c'est un peu ce qui nous caractérise aujourd'hui quand on veut attaquer. Évidemment, moi je suis le premier à vous dire, tous les participants à l'opération de Gaza, surtout s'ils sont binationaux, ceux qui rattachent la compétence des juridictions françaises, c'est ça l'intérêt, doivent évidemment être soumis à l'examen de la justice. Il est hors de question que mon voisin, celui avec qui je partage le même bâtiment par exemple, soit revenu les mains pleines de sang d'innocents, quel que soit d'ailleurs le pays dans lequel il serait intervenu. C'est impensable. De même que la tolérance de l'administration française qu'il faut dénoncer sur les opérations de soutien qu'elle laisse faire et les galas de charité qu'on fait pour soutenir le Tsahal en France, mais c'est d'une honte terrible. Surtout Oui. que d'un côté, on a des décisions qui nous disent que c'est illégal, et puis de l'autre côté, vous n'avez pas de sanctions. Alors Oui. qu'en parallèle, le deux poids, deux mesures, qui caractérise beaucoup plus actuellement la politique française que les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, bah, on vous montre que là, on va sanctionner par contre toutes les populations qui sont peu ou prou rattachées à l'islam. Là, par contre, on va avoir un contrôle des établissements, on va avoir beaucoup de choses et une grosse pression administrative. Mais par contre, quand il s'agira de l'État d'Israël et des liens qui sont entre les binationaux français et franco-israéliens, là, vous verrez des tolérances qui ne sont pas expliquées par une application égalitaire du droit, pour être très clair. Maître Hakim Cherki, ça a été un honneur, un grand plaisir de vous recevoir. Merci infiniment et à la prochaine rencontre en présentiel, j'espère prochainement. Merci infiniment. Je vous Merci. en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.